Nombre 7 éditions et Tête à Tête ont sélectionné pour vous Les Tribulations de Caméliope, Lâchez-moi les tétines, un roman de Pauline Archoer. Les péripéties se poursuivent, croustillantes et farfelues. La tribu est en train de trouver ses repères lorsque Marin leur apprend quelque chose qui risque de bouleverser leur vie. Retrouvez votre héroïne préférée, toujours aussi dérangée et attachante, dans de nouvelles tribulations tendres et rocambolesques. Les tribulations de Caméliope, Lâchez-moi les tétines, tome 3. En ligne chez librairie.nombre7.fr. Bonjour et bienvenue dans Tête à Tête. Pourquoi avoir accepté l'invitation de Patrick ? Bien, bonjour Benjamin, bonjour Patrick. C'est toujours une invitation très agréable, le cadre déjà. Aujourd'hui la journée est magnifique, il fait frais enfin, donc on apprécie. Et puis bien, le débat public, je crois, est toujours utile, intéressant. Donc il n'y a aucune raison de refuser cette invitation. Bonjour, parce que les invitations de Patrick sont toujours à la fois pressantes et souriantes. J'avais promis de venir faire le point régulièrement sur les démarches qui font que le rassemblement de la gauche, des écologistes, etc., doit s'opérer pour le mois de mars prochain aux élections municipales. Donc c'est l'heure de la rentrée, des projets naissent, des programmes, des rassemblements, des discussions. Et c'est intéressant de pouvoir faire le point devant nos concitoyens de l'état actuel de cela. Bonjour à toutes et bonjour à tous, merci de prendre un petit peu de votre temps à suivre cette émission sur Facebook mais également sur YouTube. Cette émission sera diffusée samedi, mais ce sera la dernière fois puisque les autres fois elles seront diffusées le jeudi. Alors, l'art de gouverner consiste à ne pas laisser vieillir les hommes dans leur poste, de Napoléon Bonaparte. C'est bien pour la politique. Bonjour Catherine. Bonjour Patrick, bonjour à tout le monde. Oui, parle un peu plus fort. Bonjour à tout le monde. Voilà, très bien. Voilà. Et toi Alain Favre-Pujol, bonjour également. Soyez tous les deux les bienvenus dans l'émission Tête à Tête. Merci. Bonjour à tout le monde. Ici, on est toujours bien reçus, on a la liberté de parole. Ah oui. Et donc, c'est toujours avec plaisir que nous nous retrouvons. Écoute, le plaisir est partagé, sachez-le. Alors nous recevons, comme je vous le disais dans le cadre de cette émission, Catherine Berny-Boissard, élue de gauche, et Alain Favre-Pujol, premier ex-adjoint de l'époque Clary 95, sous l'œil attentif de Benjamin Baron, toujours à la vision, au son et au montage. Avec la complicité de Michel Montaigne, notre caricaturiste qui est là, qui est en pleine forme ce matin. Et bien sûr, toujours à l'affût d'une image, notre Béatrice nationale maintenant, même si elle est de Montpellier, nous l'acceptons dans l'émission. Alors, représente-t-il toujours la gauche nîmoise avec une nouvelle génération? Nous leur poserons la question. Avant que ne débute cet entretien, quel est votre point de vue sur la proposition du gouvernement d'interdire la corrida aux mineurs? Catherine. Eh bien, moi je pense que le gouvernement n'a pas à légiférer sur ces questions, parce que ça nous entraînerait très loin. On pourrait interdire beaucoup de choses aux enfants. C'est aux familles à décider, c'est aux parents à décider. Et par ailleurs, j'avais fait une étude avec des étudiants il y a déjà plusieurs années, mais qui reste sans doute encore valable aujourd'hui, qui montrait que le public de la corrida n'était pas un public sanguinaire, assoiffé de violence et de sang, mais un public au contraire très cultivé, un public qui ressemble plutôt à celui de l'opéra. C'est-à-dire un public qui s'informe, qui lit, qui voyage, qui, pour les habitués, pour les passionnés, a plutôt des revenus élevés et qui donc se soucie plutôt de l'éducation des enfants, généralement de bonne manière. Donc voilà, je ne pense pas que ce soit à l'État à légiférer là-dessus. Mais tout évolue parce qu'il fut une époque où dans les années nîmoises, il était valorisant de pouvoir se montrer, par exemple les acteurs, les politiques. Maintenant, ne me parlez plus de corrida. Absolument. Alors, il y a une évolution de la sensibilité, effectivement, par rapport à l'animal et par rapport à la violence animale. Et ça, on l'observe chaque année. Et en France comme ailleurs, en Espagne, la corrida avec mise à mort recule au profit de jeux taurins sans mise à mort. En Amérique latine, même chose. Il y a beaucoup de jeux taurins sans mise à mort. Donc, le combat avec l'animal continue, mais sans la mise à mort. Et je crois que les jeunes, les personnes qui ne vivent pas dans un milieu
territoire tauromachique se sentent effectivement loin de ces pratiques et n'aiment pas la corrida. Et je retiens ce que tu nous as dit, laissez-nous éduquer nos enfants comme nous le souhaitons. Absolument. Voilà. Alain Fabre-Pujol, quel est ton point de vue sur ce... Je partage assez les propos de Catherine. Je pense que la corrida, comme d'autres jeux taurins, la course landaise, la course camarguaise, est partie intégrante de la culture méditerranéenne. Et ce serait nous amputer d'une part de notre culture que d'interdire évidemment cette pratique sur le plan général, et d'interdire aux enfants me semble être le fait d'une sorte de totalitarisme idéologique qui donnerait raison à Aldous Huxley ou à George Orwell, qui nous parlait évidemment de la prise en main des consciences, de la normalisation, ce qu'on vit aujourd'hui notamment dans les réseaux sociaux. Et je pense qu'Aurore Berger ferait mieux d'être députée plutôt que d'être lectrice des réseaux sociaux. Et il appartient à chacun d'entre nous, en responsabilité, d'élever, alors plus ou moins bien, mais d'élever et d'éduquer sa progéniture. Donc pour moi, l'interdiction aux enfants, c'est la première marche d'une véritable régression, mais qui, quelque part, se situe dans un ensemble. On régresse sur beaucoup d'éléments, et petit à petit, on se rapproche de ce que l'extrême droite pouvait dire dans les années 30 sur un certain nombre de questions sociétales. Maintenant, si Aurore Berger ou Madame Poisson, etc., pensent que la corrida doit avoir le même statut que les films pornographiques interdits aux mineurs, sachant qu'on n'arrive à rien contrôler de tout ça, tant mieux pour elles, mais nous nous battrons pour que notre culture reste ici forte et bien présente. Laissons le bâton à Berger. Voilà. Ah ben ça t'a fait sourire, hein. C'est amusant. Alors, est-ce que la gratuité des bus ne ferait pas augmenter l'incivilité, puisque bon nombre de vos copains ou de vos anciens copains ou camarades prônent la gratuité des bus. Quel est ton point de vue là-dessus? Parce que c'est vrai qu'il subissent quand même beaucoup de caillassage et d'incivilité dans les bus. Quel est ton point de vue? Bien, il faut d'abord se demander quelle est la cause des incivilités. Pourquoi les incivilités augmentent dans notre société? Ce ne sont pas les violences les plus graves qui augmentent aujourd'hui. Hein. Ce ne sont pas les crimes de sang, etc., qui ont plutôt tendance à régresser. Mais c'est effectivement, ce sont les incivilités, ce sont tous les désagréments que l'on connaît dans la vie quotidienne, notamment le caressage du bus, des choses qui sont insupportables, qui ne doivent pas être tolérées. Mais est-ce que la cause de ces incivilités, c'est la gratuité? Ça existe à Nîmes. Et les bus ne sont pas gratuits, au contraire, ils sont même. Mais justement, est-ce que cette incivilité ne va pas augmenter dans la mesure où. Pourquoi? Parce non, que... là où on l'a expérimenté, par exemple en Dunkerque, par exemple à Châteauroux, par exemple à Perpignan, bon, etc. Là où on l'a expérimenté, soit de manière continue, soit de manière temporaire, le week-end ou des périodes précises, on observe au contraire une diminution des incivilités. Parce que le transport public, c'est un service public. Et aujourd'hui, il y a une aspiration quand même à un mieux-être, à une vie meilleure. Et à une vie meilleure, ça passe par des services publics qui fonctionnent bien et des services publics qui sont accessibles à tous. Je crois que la cause de la violence, ce sont plutôt les inégalités sociales. L'éducation également, quand même, des parents. L'éducation, effectivement, joue beaucoup. Et on demande à l'école là de réparer des choses qu'elle ne peut pas réparer elle-même. On voit récemment, il suffit de l'institutrice, de la directrice d'école maternelle qui dit non, on ne peut pas faire tout ça et c'est pas possible. Et c'est tellement difficile que voilà, ça accule à la dépression. On va laisser la parole à Alain. Je crois que sur cette question-là, on peut rejoindre un propos qui vaut pour les pistes cyclables dont Nîmes manque cruellement, qui était le mot du Premier ministre norvégien à qui on disait mais pourquoi, etc. Et il disait, mais en France, vous faites les choses à l'envers. Vous attendez qu'il y ait des cyclistes pour faire les pistes cyclables. Et il dit, nous en Norvège, on a fait des pistes cyclables. Et elles sont aujourd'hui largement occupées. On a même des difficultés d'accueillir trop de cyclistes. Et je crois que pour le transport public, c'est la même chose. Lorsque la gratuité sera venue, les gens prendront le bus. Il ne faut pas attendre que les gens prennent les transports en commun. Sinon, on risque d'attendre très 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 longtemps. Et l'insécurité, je partage l'avis de Catherine sur ce point-là, c'est plus dû à un problème d'éducation. Moi, je pense que la sécurité, c'est un équilibre précaire entre l'éducation civique, la prévention, la dissuasion,
Évidemment, la sanction et la réparation, quand il y a des choses qui dépassent les bornes. La réinsertion, qui est totalement absente et qui fait qu'un certain nombre de jeunes, par exemple, qui sont attrapés, ne sont pas suivis ou trop peu suivis après. Et il me semble que quand les transports en commun seront bien occupés et rayonneront sur l'ensemble de l'agglomération, les questions de sécurité seront moindres. D'autant plus que le fait que ce soit à libre accès ne veut pas dire qu'on y fait n'importe quoi. Ça veut dire qu'il faut aussi qu'il y ait des moyens humains. Et je suis fatigué de toute cette société qui construit des services avec de moins en moins de femmes et d'hommes présents pour être aux côtés des usagers. On le voit, même il y a une épicerie qui vient d'ouvrir à Nîmes, sans caissière. Je trouve ça une aberration totale. Quel monde voulons-nous? Très bien. Alors, une question à tous les deux. Êtes-vous toujours le même duo d'opposition au conseil municipal que vous formez au conseil municipal, justement? En effet, je vous trouve bien calme tous les deux. Oui, je te vexe là, je te vexe. Pas du tout. Non, je réponds à la question. Oui, nous sommes ensemble d'ailleurs depuis longtemps. Effectivement, nous étions ensemble dans la municipalité Clary, nous avons travaillé. Nous n'étions pas dans les mêmes groupes, mais nous travaillions très bien ensemble et avec toute l'équipe municipale qui était composée de toute la gauche, des écologistes, de citoyens, ce que l'on recherche aujourd'hui à faire d'une autre manière, bien sûr. Et moi, je répondrai pour moi. Je dirais que si je suis calme, enfin, je ne veux pas ajouter de la cacophonie à la cacophonie. Je dirais, la gauche aujourd'hui, il faut qu'elle soit sérieuse. La gauche et les écologistes, il faut qu'ils soient raisonnables. On est dans une situation quand même assez difficile. Depuis 18 ans, on a une ville et maintenant une agglomération gérée à droite. Veut-on continuer avec cette équipe qui gère depuis 18 ans et qui aujourd'hui est une équipe qui gère les choses dans le conflit, qui gère les choses dans la querelle? Ce que le maire fait, le président de l'agglo défait, ce que le président de l'agglo fait, le maire le défait. On l'a vu récemment pour le parking de l'ANEC. Donc, comment fait-on pour proposer autre chose? Alors, comment fait-on pour sortir de là? Eh bien, c'est tout simple, je crois. Enfin, il y a une chose qu'il faut faire, c'est pas se contenter de dire il faut l'union, on doit se rassembler, on a des valeurs communes. Il faut le faire, tout simplement. Mais tout le monde le dit, ça, Catherine. Mais tout le monde le dit, mais il faut se mettre autour d'une table. Tu as Jérôme Puech, Vincent Bouget, c'est un communiste. Toi, tu as été communiste également. Quels sont tes rapports avec Vincent Bouget à ce sujet? Eh bien, ce sont des rapports cordiaux. Mais Vincent Bouget, je l'interpelle comme j'interpelle Jérôme, comme j'interpelle Sibylle pour les écologistes et d'autres. Je leur dis, voilà, mettez-vous autour d'une table, prenez un papier, une feuille de papier, écrivez une phrase simple, nous sommes d'accord pour nous rassembler et nous allons construire ensemble cette alternative. C'est ce qu'il faut actuellement, non? Mais tu as été convié, non? Ce sont des mots, ce ne sont pas des papiers signés, ce sont des mots pour l'instant. Or, la question qui se pose, c'est que le rapport des forces politiques à Nîmes, c'est à peu près un tiers, 3 tiers. Un tiers à peu près pour la gauche et les écologistes, on l'a vu aux dernières élections, un tiers pour la droite avec LREM, puisque LREM En Marche pompe les voix de la droite. Et de la gauche quand même. Et un peu de la gauche. Oui, bien sûr, oui. Et un peu moins d'un tiers pour l'extrême droite. Alors, si la gauche ne se rassemble pas, eh bien, on aura un tiers, 30 à 35% des voix, divisé par combien? 3, 4, on ne sait pas encore, 3, 4 listes. Ça ne fera pas 10%. 35 divisé par 4, ça ne fait pas 10. Aucune liste, aucune équipe ne pourra être présente au second tour. Donc la question principale, c'est comment faisons-nous pour être ensemble présents au second tour? Eh bien, il faut s'unir dès le premier tour. Où en es-tu, Alain Fabre-Pujol, des propositions que tu nous as faites dans l'émission Tête à Tête au mois de juillet? Tu souhaitais être tête de liste, tu souhaitais partir et créer ta liste avec cette union dont nous parlait Catherine. Tu en es où alors? J'avais été plus prudent que ça dans le propos. J'avais indiqué que j'étais une des personnalités, et j'enlève rien à cette phrase-là, une des personnalités qui, sur Nîmes, pouvait incarner le rassemblement de la gauche. Et il y a des femmes et des hommes qui peuvent jouer ce rôle-là, dès lors qu'en effet, on revient à des choses sérieuses. Pour moi, une élection, c'est évidemment un contrat moral qui est passé entre un candidat et des électeurs.
Ça nécessite l'écriture d'une charte éthique et sur le programme et sur les moyens de fonctionnement. Et évidemment une certaine honnêteté des parties prenantes à ce contrat. Donc aujourd'hui, moi j'en reste à ce qu'a réalisé, créé le dessinateur Eddy Ponce pendant la feria, avec sa fresque qui est dans un autre établissement que celui où nous sommes aujourd'hui. Le W, nous sommes reçus par le W, rappelle-le. On est reçu par le W, qui est où il y a 4 taureaux rouges pour marquer la gauche, qui chacun dit je suis pour le rassemblement, et puis en dessous, derrière moi. Donc pour l'heure, il y a un certain nombre de personnalités, de partis politiques, etc., qui disent, bon, le Parti communiste qui a désigné son chef de file, Vincent Boucher. le Parti socialiste qui a défini son chef de file. C'est un ancien copain de toi, à toi. C'est un ami, c'est une personne très bien. Ah ben, on n'en doute pas un seul instant. Voilà. Mais je finis ma phrase. Vas-y, finis ta phrase. Bon, on sait que des petits partis comme le Parti radical de gauche, Génération Écologie, ont défini un candidat aujourd'hui. On sait que d'autres partis, dont je suis, pense à d'autres. Lesquels ? Tout ça, Le PRG, par exemple, qui ne représente rien. Le Parti radical de gauche et Génération Écologie, je les ai cités Oui, pour un autre candidat. Mais voilà, il y a le Parti de la gauche socialiste et républicaine qui a été créé il y a 4 mois, donc qui évidemment n'a pas la surface qu'ont le PS et le PC. Mais j'en reviens aux chiffres que donnait Catherine tout à l'heure. La gauche, dans son ensemble, c'est 30-35%. S'il y a une dynamique, on peut approcher les 40%. Ce qui veut dire que si nous ne sommes pas rassemblés, ce qui veut dire que l'ensemble des candidatures déclarées aujourd'hui vont devoir composer, voire mettre des mouchoirs sur les poches. Et moi, je suis stupéfait d'entendre des gens qui se disent candidats, y compris des camarades, on va les appeler comme ça. Tu parles de qui, là ? Du Parti communiste, du Parti socialiste, qui disent « je suis candidat, puis je vais réfléchir au programme ». C'est, me semble-t-il, quand on est candidat, c'est qu'on a déjà un certain nombre d'idées, qu'on a un programme, qu'on a déjà rencontré les Nîmoises et les Nîmois, et qu'on a traduit leurs desiderata en projet, que ce soit sur l'école, sur la sécurité, sur la question environnementale, sur les questions de voirie, de transport, sur la question de l'agglomération et des relations tendues qui existent entre la ville et l'agglomération, etc., etc. Mais tous les mots, tous les futurs candidats font les mêmes propositions. Pour le moment, je n'entends pas cela. J'entends des candidats qui disent « je vais rencontrer les Nîmois ». Quand tu as posé la question dans une autre émission, que celle-ci, sur la question des transports, il y a un des candidats qui a dit je vais y réfléchir et je le mettrai peut-être dans mon programme à venir. Ça veut dire que cet ami se présente devant les électeurs nîmois et nîmois et qu'il n'a pas de programme dans la poche. Tu veux parler de Jérôme Moi, j'ai un programme qui est écrit, qui a été élaboré par un certain nombre de gens, mais qui est soumis à la discussion. Après, je veux dire, le rôle des uns et des autres, j'avais ajouté, j'en termine là-dessus, j'avais ajouté pour les 2 fois où tu m'avais interrogé, que si je me sentais en effet en situation d'incarner le rassemblement de la gauche à Nîmes, j'étais aussi dans ma tête tout à fait prêt à retirer évidemment ma candidature et à participer à un rassemblement, dès lors qu'il y a une personnalité qui est une aura suffisamment forte et reconnue en termes national, international, de connaissances économiques et surtout d'engagement environnemental. Moi je pense qu'aujourd'hui le projet que la gauche doit porter sur Nîmes doit avoir comme pierre angulaire la question écolo. Sinon, il n'y a pas de candidature, il n'y a pas de programme, il n'y a pas de victoire possible. Tout le monde est d'accord avec toi. Il y a ceux qui font du greenwashing et puis ceux qui feront la réalité. On va laisser la parole à Catherine concernant l'Europe écologie les Verts, sur l'environnement. Oui, alors moi je crois par ailleurs que si nous faisons l'union, nous créons une dynamique. Si on signe tous, on crée une dynamique. Là, effectivement, les Nîmois, ils se diront, bon, enfin, il y a quelque chose qui se passe. Enfin, ils répondent à nos attentes. Et à ce moment-là, on pourra sans doute dégager une tête de liste. Parce que les têtes de liste, elles ne sortent pas du néant. Elles sont généralement le fruit des circonstances, le fruit du contexte. Alors, bien sûr, il y a la question environnementale, évidemment, puisque depuis 18 ans, on a minéralisé cette ville. Et cette ville, on sait depuis fort longtemps, depuis bien avant Fournier, quelle est la ville la plus chaude de France l'été. On a eu quand même 45 degrés au mois de juin, c'est un record absolu, 36 degrés au mois de septembre il y a quelques jours. Donc cette ville, elle a été minéralisée, il faut faire autre chose, il faut la déminéraliser. Il faut, comme le font beaucoup d'autres villes aujourd'hui, faire en sorte que
eh bien, on ne continue pas à bétonner, on ne continue pas à déverser des tonnes de béton sur des zones qui pourraient être ouvertes. Il y a quelque chose qui est Voilà. prévu par la municipalité là. Alors, la végétalisation, effectivement. Enfin, ce que font beaucoup d'autres villes depuis des années, le permis de végétaliser pour les habitants ou les services ou les commerces qui veulent planter des fleurs, enfin qui veulent végétaliser leur façade. C'est très bien, mais ce n'est pas suffisant. Les associations, en particulier l'association Arbre, dit il faudrait permettre, il faut aller beaucoup plus loin, il faudrait permettre de planter des vignes vierges, par exemple, qui rafraîchissent nettement les façades. Et puis surtout, il faudra avoir une réflexion globale sur la ville et l'agglomération. Parce que nous sommes dans une agglomération. Le budget environnement, il est à l'agglomération. L'agglomération, c'est plus de 400 millions d'euros chaque année, le budget. La ville, c'est 300 et quelques millions d'euros. On peut faire quelque chose avec ça quand même. Et on peut améliorer effectivement la situation de la ville, la situation en particulier climatique. Je voulais te poser la question suivante. Est-ce que tu fais partie des 800 signataires de cette fameuse Agora? Est-ce que tu as été Oui. Convoqué? Est-ce que tu y es allé? Est-ce que tu... Absolument, absolument. Eh bien, nous avons été d'autant plus signataires, Alain et moi, que depuis 2014 au moins, et même avant, nous sollicitons cette union, nous sollicitons effectivement ce rassemblement de la gauche et des écologistes. Nous disons c'est nécessaire, il le faut. Allons-nous encore une fois nous diviser et allons-nous encore une fois laisser la ville à la droite aujourd'hui en marche? Mais que ce soit le PS, le PC, tous ont le même raisonnement que vous avez tous les deux. Alors qu'attendez-vous? Alors, c'est pour ça que quand tu être très clair et très transparent, quand Vas-y. tu m'as invité aujourd'hui à cette émission, Oui. je t'avais dit attends plutôt fin octobre, parce que nous savons tous que ce mois d'octobre va être consacré à beaucoup de rencontres, à beaucoup de travaux d'écriture entre les partis politiques de gauche et les écologistes, Catherine en a parlé, de travaux d'écriture sur le projet, et j'espère bien qu'au mois de novembre, décembre plus tard, nous aurons en effet une liste de rassemblement de la gauche des écologistes, mais la difficulté, ça va être de se mettre d'accord sur un projet. Moi, quand je dis aux communistes, chiche, on plante 200 000 arbres sur Nîmes, parce que je n'ai pas sorti du chapeau. C'est ce que la ville de Milan, proportionnellement, fait sur 10 ans. Donc je ramène sur 6 ans à la proportion de la ville de Nîmes. Voilà. Est-ce qu'on le fait? Quels sont les choix en matière de transport? Quels sont les choix pour limiter les hausses de température? Pour le retour sur l'eau dans la ville en matière de santé publique, enfin, etc. S'ils répondent à cela, nous aurons une seule liste, mais comme le dit Catherine, et comme tu le dis, et comme le disent les Nîmoises et les Nîmois qu'on rencontre, ou les gens de l'agglomération qui attendent aussi. Parce que Nîmes sera quand même une sorte de phare, c'est 2/3 de Mais ces questions, vous les avez déjà posées. Mais c'est inlassable. Moi, ma structuration politique, depuis que je suis arrivé en politique, on va dire, sur Nîmes, ça fait assez longtemps, depuis la municipalité Clary, moi, ma structuration politique, c'est le rassemblement de la gauche et des écologistes. J'y ai parfois réussi comme militant, et donc avec beaucoup d'autres, puis j'ai parfois échoué. Comme en 95, alors tu veux dire. Voilà, comme en 95, comme ça a été fait 6 ans après en 2001, comme certains l'ont abîmé en 2008, comme d'autres l'ont refusé des deux côtés de la gauche en 2014. Et donc, à un moment donné, eh bien, on se retrousse les manches, on y retourne. Et je ne désespère pas parce qu'on ne parle pas de nous là, on ne parle pas de Catherine ou d'Alain. On parle des 160 000 Nîmois, des 320 000 habitants de l'agglomération. Est-ce que vous voulez que Fournier et Lachaud, qui depuis 19 ans, avec leurs nouveaux complices de la République en marche, continuent à massacrer, à bétonner cette ville et à faire que les Nîmoises et les Nîmois ne se sentent plus chez eux? Tu as Olivier Jalaguier, qui est candidat à la République en marche, qui a le même discours que toi. C'est un collaborateur de Fournier depuis des années. Donc il est quand même comptable de ce qui s'est passé. Catherine. Oui, moi je crois que le programme, c'est pas tellement le problème. Effectivement, on a tous le même discours, on a tous à peu près le même projet, et même En Marche. Effectivement, Javier aussi dit il faut l'hiver, il faut ceci, il faut cela, très bien. Mais il faut d'abord se rassembler, et puis il faut faire des compromis ensuite. Quand on se rassemble, et on l'a fait en 95. En 95, il y avait un programme citoyen, il y avait un programme socialiste, il y avait un programme communiste, il y avait des propositions ici ou là. Eh bien, on les a rassemblés, et puis on a vu ce qui pouvait nous rassembler. Et je crois que c'est ça le problème. Prenons de chacun le meilleur.
prenons de chacun d'entre nous, de chaque organisation, de chaque mouvement citoyen, le meilleur et le possible. Ce n'est aussi. pas un problème d'ego alors. Non, prenons le meilleur, je veux dire. Oui, si, non, mais j'ai bien sûr, compris. ouais. J'ai bien compris. Bien sûr que c'est un problème d'égo. Mais autre, ben voilà. Évidemment. Que ce soit au PS, que ce soit au PC, Bien sûr. que ce soit. Ça, il faut C'est pas un se le problème cacher, tout le monde le d'ego. sait. C'est pas qu'un problème d'ego. Moi, j'ai dit ce que j'en pensais pour moi. Ouais. Moi, j'ai dit, je peux, Ouais, bien compris. et puis je peux me retirer si c'est l'intérêt général. Donc, j'ai pas de Donc, difficulté là-dessus. on note bien que si c'est dans l'intérêt général, tu es prêt à te retirer. Pas à n'importe quel prix. Là, voilà, j'ai un projet. S'il n'y a rien de mon projet qui est là-dedans, s'il n'y a rien sur les équilibres politiques, etc., pas pourquoi j'arrêterai à la place de... Donc, tu te présenterais seul alors. Jamais seul. Non, mais en fait, Et sous ton. avec d'autres partis politiques, et surtout, je pense au mouvement écolo, mais la question n'est pas là. La question est de se dire, est-ce que le Parti socialiste reste campé sur ses 6 ou 7%, le Parti communiste sur ses 4 ou 5%, les écolos sur leurs 10%, pour vouloir imposer une tête de liste. Et là, je suis complètement d'accord avec Catherine. À un moment donné, on se met autour de la table et on décide qu'il y a un certain nombre de personnalités qui peuvent incarner l'ensemble de ces mouvements politiques et y aller. Et c'est pour ça que moi, je ne suis pas indifférent à la candidature d'un écologiste. Je dis, mais moi, je ne suis adhérent à aucun parti politique, je veux le soutien des partis politiques. Parce qu'à un moment donné, il faut que ce soit une fusion des projets qui fasse le projet de la gauche et des Et écologistes. nous poserons la question à Vincent Boucher que nous allons recevoir très bientôt. Tu as écrit, parce que je sais que tu as écrit énormément d'ouvrages, tu as écrit un niveau. Quelques-uns. Alors, quelques-uns. Ouais. Oui, alors avec Michel Boissard, nous avons rédigé un ouvrage qui va paraître dans quelques jours, qui s'intitule Figures, personnages et personnalités d'Occitanie. Nous avons rédigé donc 202 notices sur des personnalités occitanes ou qui sont nées ou qui ont fait l'Occitanie depuis le Moyen-Âge jusqu'à aujourd'hui, jusqu'au XXIe siècle. Alors bien sûr c'est un choix, nous avons fait un choix, nous ne parlons pas de tout le monde. Nous sommes bien aperçus au cours de cette rédaction eh bien, que les femmes apparaissent très tard. Ah oui. Il faut attendre la fin du XIXe siècle pour avoir des témoignages sur les femmes, celles qui ont écrit, celles qui ont agi. Qui ont pris position sur. Voilà, absolument. Auparavant, on ne les connaît pas. Elles ne laissent pas de traces, les femmes. D'accord. Même si elles font quelque chose, et elles agissent, bien sûr, elles travaillent, elles se battent, elles luttent, elles écrivent, elles chantent, etc. Mais on n'a pas de traces. Ce sont les hommes qui laissent des traces. Et parfois, souvent d'ailleurs, les femmes aident leur mari, aident Bien les sûr. hommes à écrire, à progresser. Mais ne serait-ce elles que restent chez un invisibles. artisan, par exemple. Absolument. On prend un Mais elles artisan. sont invisibles. Elles sont invisibles. Voilà, tout à fait. Bon, je tenais que tu. Et au XXe siècle, enfin, elles sont là. Quoi. Parfait. Donc c'est une bonne chose. Et toi, tu es le président de ce théâtre sur la Placette. Qu'est-ce qui se passe, monsieur le président? Que va-t-il se passer là? Donc, Alors, qu'est-ce que c'est ce théâtre? Parle-nous-en un petit peu. Alors, c'est un petit théâtre de poche, puisqu'il y a 50 places, Ouais. qui est au cœur de la Placette depuis des années, qui accueille la compagnie Subito, que beaucoup de Nîmoises et de Nîmois connaissent. Puis, pour des raisons d'âge, de culture, etc., les choses ont évolué. On m'a demandé cet été d'en prendre la présidence. Et donc, nous relançons l'activité du petit théâtre de la Placette. Ça a commencé le 28 avec une journée extraordinaire, une douzaine d'associations, une sorte de mini-forum des associations sur la Placette. Et nous présentons un projet qui s'inscrit évidemment dans l'héritage de ce qu'était le petit théâtre avant que j'y sois, avec la nouvelle équipe, mais qui est aussi une perspective différente, qui est qu'aujourd'hui nous savons que les acteurs, les musiciens, etc. manquent de lieux de résidence sur la ville et sur l'agglomération. Donc le petit théâtre de la Placette va devenir un lieu de résidence avec des restitutions et va continuer à programmer. Donc il y a des rendez-vous réguliers que vous pouvez trouver sur le programme, et avec 2 dates très fortes. Alors, il y a dans une les date jours qui les viennent. 11 et 12 octobre avec Michael Zerang, Voilà, qui est un percussionniste qui nous vient de Chicago. et un improvisateur. Hein. Et un Fallait-il le souligner improvisateur également. donc, qui vient faire un workshop la veille, et le samedi à midi, il y aura un apéro de jazz avec une des grandes figures du jazz. D'ailleurs, on est relayé, c'était pas très prévu, mais on est relayé par le festival du jazz à l'Aglo, qui du coup nous reprend en publicité et en communication sur cet événement parce qu'ils ont estimé qu'il était de suffisamment fort. Et début novembre, alors sans obérer, après tout ce que vous retrouverez sur le site du Petit On va faire au Théâtre, court, on va faire au il y a un événement le 8 et le 9 novembre autour de la Rumba Gitane qui sera animé par Roé
que là aussi tout le monde connaît bien, Bien sûr. en espérant que les gitans de Perpignan à Marseille, en passant par la Barcelone. placette, soient présents. Mais ils sont là. Bien, alors le temps tourne. Hein. Catherine, je voulais te remercier d'être venue une nouvelle fois dans l'émission. Mais c'est moi qui te remercie. Et toi aussi, Alain Fabre Mais Pujol. c'est toujours avec plaisir. Voilà, écoutez, merci à toutes, merci à tous. Et puis, restez-nous fidèles. À très bientôt. Bye bye.